Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Aujourd'hui, nous recevons non pas un, mais deux invités. Nous recevons Dominique Coatanea, laïque, et Alban Massy, jésuite, tous les deux docteurs en théologie et enseignants aux facultés Loyola Paris dans des domaines bien différents. La première en théologie morale, le second en patristique et en théologie dogmatique. Mais quand même, vous êtes là ensemble car c'est la perspective d'un même colloque qui nous rassemble aujourd'hui pour ce podcast autour de Gaston Fessard. Ce colloque international aura lieu les 26 et 27 juin, le premier jour aux facultés Loyola Paris et le deuxième au Collège des Bernardins. Et il a pour thème exact, à l'écoute de Gaston Fessard, SJ, Société de Jésus, son actualité, sa pensée, ses dialogues. Peut-être pour commencer, pour nos auditrices et auditeurs, qui était Gaston Fessard ? Bonjour Isabelle, merci de nous avoir invités. Gaston Fessard, il est né en 1897, il est mort en 1978. Ça veut dire qu'il a connu les deux guerres mondiales. Et il était jésuite très tôt et il s'est passionné pour la question sociale. Et en même temps, après la Première Guerre mondiale, il est allé en Allemagne étudier la philosophie idéaliste. Il a rencontré Hegel. La théologie en France, ça l'ennuyait un petit peu, la scolastique, les traités de théologie, et il a développé une pensée très personnelle fondée sur la dynamique de la rationalité, la dynamique de la liberté, en pensant que la question de Dieu pouvait innerver dans tous les domaines de la société. Alors, il a été très proche d'Henri de Lubac, de Teilhard de Chardin, très proche aussi de Gabriel Marcel, dont il est devenu le père spirituel d'ailleurs. Et il a écrit des ouvrages fondamentaux, notamment comme La dialectique des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, ou un ouvrage soi-disant de conjoncture avant la Deuxième Guerre mondiale, Pax Nostra, sur les nationalismes et le pacifisme, mais qui sont de véritables traités de discernement. On a pu dire de Gaston Fessard qu'il avait été un peu le directeur spirituel de la conscience française, de la conscience européenne. Il a été l'un des fondateurs de Témoignages chrétiens dans la lutte contre le nazisme. Il a réfléchi sur le rapport entre judaïsme, paganisme, christianisme. Il était en permanence en train de réfléchir. Tiens, qu'est-ce que mon adhésion au Christ me pousse à avoir comme discernement sur une actualité dans l'histoire? Donc on entend un homme d'un grand discernement en contexte. Cependant, ça reste un homme du XXe siècle. Alors pourquoi organiser un colloque sur lui ? Et puis pourquoi ce titre, À l'écoute d'eux ? Alors, ce colloque est né d'un rapprochement avec un collègue, José Sols, qui travaille à l'université jésuite Ibero au Mexique et qui est venu rencontrer notre ancien recteur, Étienne Grilleux, en lui disant « Voilà, je crois qu'il est temps de créer une société Gaston Fessard qui reprenne notamment le travail d'écoute de ses textes, de réédition qui avait déjà été commencé et sur lequel il a relancé pour une grande encyclopédie des grands hommes, philosophes et théologiens du XXe siècle qui a été portée par les théologiens d'un peu partout, mais notamment de la sphère hispanique. Et donc, du coup, ça a été l'occasion de se dire, ben voilà, essayons d'entrer dans
le prolongement de cette intuition des uns et des autres que l'œuvre de Fessard n'a pas fini de nourrir notre travail d'intelligence des situations historiques. Parce que, comme le disait Alban, c'est un homme qui n'a cessé, dans son moment historique, de travailler à ce qu'il appelait dans Pax Nostra un examen de conscience internationale. C'est quelque chose qui peut paraître étonnant, l'examen de conscience est plutôt à titre personnel, et là il propose une analyse des tensions entre nationalisme et pacifisme qui conduisent à éclairer les situations et à l'éclairer pour toutes les consciences de ses contemporains. Il fait ce travail de décryptage de ce qui se joue là, de ce qui se cache aussi, et qu'il est nécessaire de bien revisiter. Et donc ce travail-là, il l'avait élaboré aussi dans un texte magnifique qui s'appelle « Collaboration et résistance au pouvoir du prince esclave », qui est vraiment un manuel de discernement, et qui, du coup, à l'école de Saint-Ignace, à l'école, on pourrait dire, du discernement des esprits, est en train de retravailler à travers les situations et les faits de l'histoire pour essayer de garder l'Orient, de garder comment on continue à s'orienter vers cet appel à la paix, à la solidarité, à la fraternité entre les hommes, qui est au cœur même de cette communion du ciel et de la terre en Jésus. Donc pourquoi ce titre ? À l'écoute, parce que l'enjeu, c'est d'apprendre, comme tous les grands auteurs, donc c'est un grand auteur du XXe, comme tous les grands auteurs, leur pensée est complexe, elle demande vraiment un effort pour rentrer, et suppose une écoute patiente, on pourrait dire, crayon en main, pour décrypter de quoi il s'agit exactement. Parce que la spécificité, je dirais, de Gaston Fessard, c'est de tricoter ensemble deux fils qui souvent sont un peu parallèles, c'est philosophie et théologie. Il était un théologien philosophe et un philosophe théologien. On pourrait dire la grande figure de Paul Ricoeur, qui a toujours revendiqué d'être d'abord philosophe. Chez Fessard, la revendication, c'était de tenir ensemble les deux. Oui, donc on voit quelqu'un qui a vraiment travaillé philosophie-théologie avec un Orient, effectivement. Maintenant, est-ce qu'en dehors de cet Orient, il y a des thèmes majeurs qui jalonnent sa pensée ? Alors, on va retrouver pendant ce colloque, je crois, les trois caractéristiques de la pensée de Gaston Fessard, qui sont des dialectiques. Le mot dialectique fait peur parce qu'on voit tout de suite l'opposition hegelienne, la négation d'une position. Pour Fessard, c'est avant tout une dynamique, un mouvement, mais qui passe par des oppositions, c'est vrai. Et c'est chez saint Paul en particulier qu'il voit trois dialectiques fondamentales. La dialectique maître-esclave, la dialectique homme-femme et la dialectique juif-païen. Il dira que ce sont trois dialectiques qui sont l'une naturelle, celle du maître et de l'esclave, que Hegel avait perçue comme situation fondamentale qui fait advenir l'homme à son humanité, à sa liberté. Une dialectique humaine qui structure l'humanité, l'homme et la femme, dans leur dialogue amoureux, dans leur combat amoureux aussi, dans leur amour tout simplement, qui donne du fruit. Et puis dialectique surnaturelle, qui est celle de l'opposition fondamentale entre un peuple qui a été élu par Dieu, le peuple juif, et les païens qui sont invités à entrer dans l'alliance. Et ces trois niveaux de lecture permettent de trouver des pistes pour comprendre les situations et pouvoir répondre aux questions qu'elles suscitent. Donc un grand fonctionnement dialectique, on entend une tension, une mise en tension, mais quelle actualité pour nous aujourd'hui ? Alors, le premier enjeu de ce colloque, c'est déjà, comme on le soulignait, d'être à l'écoute de ce qu'ont été les dialogues de Gaston Fessard. Il a entretenu des correspondances très fournies, mais sa pensée dialectique était aussi une pensée de relation. Donc il a beaucoup travaillé avec Blondel, dans un compagnonnage continu avec de Lubac, et peut-être aussi, mais de manière plus lointaine, c'est ce que montrera Emmanuel Gabellieri, avec Simone Veil. Comment, pourquoi ? Donc vous voyez, l'intérêt, c'est aussi, en retravaillant les textes de Fessard, de se rendre compte des proximités intellectuelles des différents penseurs, philosophes, théologiens de ce moment de l'histoire. Donc,
avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, qui est un moment ecclésial assez décisif, hein, on va dire, qui est celui d'une Église qui, le pape Jean XXIII l'a souligné, dans les années 60, va être capable d'un travail de distance critique par rapport à ses sources, hein, déjà depuis le début du XXe, et qui du coup va le manifester dans son organisation, dans sa manière de s'engager dans le monde, avec les hommes et femmes de bonne volonté. On pourrait dire que c'est la ligne du dialogue de Gaston Fessard, d'essayer toujours de chercher à nouer ce dialogue intellectuel, mais pas que. C'était un homme très fraternel qui a eu beaucoup de correspondance, tout à l'heure tu le disais, et qui a été effectivement proche de Gabriel Marcel. Donc, deuxième moment, ce travail et cet enjeu de saisir comment liberté des hommes et liberté de Dieu se reconnaît dans le travail de l'histoire. Ce qu'il appelait dans ces moments où se bascule finalement, où un homme, une situation, une circonstance et une capacité de discerner se joue là, à l'écoute, on pourrait dire, de la transversalité des relations et aussi de la transcendance qui, pour ceux qui vont être capables de saisir, on pourrait dire la rime, la mesure, vont embrasser le moment historique comme ce moment, Gaudium et Spes va dire, de signe des temps. Mais je crois que c'est un homme, sans les termes, qui n'a cessé de chercher quels étaient les signes du travail de l'esprit dans le monde. Voilà. Donc tout ce travail autour de la liberté, avec nos amis du Collège des Bernardins, à travers, on va dire, creuser de façon plus significative cette dialectique des exercices spirituels de Saint Ignace, mais aussi à travers cette thématique de la liberté, se dire au fond comment nouer travail de analyse qui est plus personnel, hein. Donner les exercices, c'est une personne avec une autre personne, à une dimension, on pourrait dire, de discernement des politiques, de la vie sociale, des enjeux économiques. Enjeux économiques et enjeux de la paix et de la guerre. Aujourd'hui, on est dans une période extrêmement troublée, on ne sait pas du tout où on va. Un Fessard est capable de nous aider à comprendre l'inanité d'un discours du vice-président Vance sur l'ordo amoris, qui ferait refuser l'immigration sous prétexte d'aimer ses proches. Fessard lui-même réfléchit l'ordre de l'amour, l'ordre de la charité, en fonction de l'ordre de la justice. De même, la question de la guerre, est-ce qu'il faut être un pacifiste et refuser l'idée de la nation, ou est-ce qu'il faut promouvoir l'amour de la patrie aux dépens d'une amitié sans frontières? Quel est le rôle des Nations Unies? Quel est le rôle des institutions dans l'unité du genre humain? Je crois que c'est tous ces éléments qu'on va retrouver pendant ce colloque, avec des clés de lecture et même peut-être des pistes de solutions, peut-être même très concrètes. Peut-être que je connais pas mal d'hommes politiques qui, dès qu'on leur parle un petit peu de Fessard, disent « Mais on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de quelqu'un qui nous donne des clés pour comprendre et pour agir. » Parce qu'il y a toujours cette charité qui est le propre du chrétien, qui pousse à l'engagement. Hein, montre-moi ta foi qui n'agit pas, je te montrerai ma foi qui agit, disait Saint Jacques dans sa lettre. Gaston Fessard, je crois, est un vrai guide pour ce discernement dans l'action. Penser, agir, on entend voilà, une grande actualité dans notre situation troublée. Vous avez commencé à l'évoquer, Dominique, mais est-ce qu'on pourrait rentrer peut-être un peu plus précisément dans les grandes lignes du colloque et ce que vous en attendez? Alors l'enjeu, on le disait, c'était effectivement de donner à entendre à travers la voix de multiples chercheurs qui ne sont pas tous des chercheurs qui ont travaillé, qui ont fait une thèse sur Fessard, mais qui se sont intéressés à son travail, de montrer les multiples facettes de son œuvre et la capacité qu'elle a de rejoindre nos questions contemporaines. Je vais en donner une, par exemple. José Sols, qui travaille donc à Mexico City, va travailler sur Fessard et la théologie de la libération. C'est un sujet qui n'est pas si travaillé que ça aujourd'hui et qui nous permet de nous ouvrir à un horizon un peu différent avec de grands théologiens de la libération dans lequel, même si c'est à distance,
il y a une fécondité à mettre en dialogue. Donc, vous voyez, le dialogue direct de Fessard avec un certain nombre d'acteurs, et puis le dialogue indirect, je l'ai dit pour Simone Veil tout à l'heure. Pour ma part, je vais travailler sur un enjeu de la reprise d'une grande dialectique chez Fessard, qui est la dialectique de la structuration de la vie sociale, autour de la dialectique homme-femme, de ses tensions et aussi de sa fécondité, pour essayer d'interpréter comment il nous aide à ressaisir la tension que le pape François souligne entre amitié sociale et fraternité universelle dans Fratelli Tutti. Donc vous voyez, c'est aussi une manière de lire Fessard en essayant de prendre dans son mouvement dynamique. Fessard, c'est un penseur de la dynamique des relations sociales. Les relations, elles sont cette capacité que nous avons à faire avancer d'un pas de plus. On pourrait dire que c'est peut-être à la source de ce que le pape François appelle les processus, parce qu'il faut savoir que le pape François a lu Fessard, a notamment travaillé la dialectique des exercices spirituels, et qu'il l'a cité comme un auteur de référence pour sa propre pensée. Donc il me semble que dans la manière dont François reçoit le Concile Vatican II, travaille sur la dynamique des processus, et on pourrait dire est en dialogue permanent avec la théologie du peuple, qui est une des formes de la théologie de la libération, on a aussi des clés à chercher chez Fessard pour comprendre la manière dont la pensée du pape François, à travers ces différents textes, se joue, et notamment autour de ce texte, me semble-t-il, en diptyque avec Laudato Si, qui est Fratelli Tutti. Il se passe quelque chose dans la transformation de nos imaginaires sociaux, dont le cœur vibrant de l'Évangile, parce qu'au fond, il ne faut pas oublier que Fessard est aussi un grand lecteur de la Bible, et que son travail dialectique, Alban le soulignait, vient de sa lecture de saint Paul. Il n'y aura plus ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, ni païen, ni juif. Nous ne sommes plus qu'un en Jésus-Christ. Donc c'est cette capacité de problématiser des tensions, comme des tensions qui peuvent détruire, mais des tensions qui peuvent aussi nous remettre dans l'orient de cette quête d'une communion plus grande, on pourrait dire d'une fraternité. Et pour quelqu'un qui voudrait découvrir Fessard avant ou après le colloque, un titre, et puis pourquoi ? Alors, je recommande la lecture de Pax Nostra, qui est un livre daté, 1936, mais qui nous ouvre à une méthode de réflexion à partir de l'actualité, trouver les ressources pour réagir. Et puis, il y aura d'ailleurs au colloque plusieurs interventions qui traiteront directement de cet ouvrage sur les nations, sur la personnalité des structures institutionnelles. Mais il y a aussi un petit livre qui est très actuel, c'est « Autorité et bien commun », qui réfléchit sur le dialogue entre libéralisme et socialisme, entre mouvements du bien, de la communion, de la communauté du bien, et tout simplement un bien commun qui est le Christ lui-même. De quoi lire. Nous approchons de la fin du podcast, alors un mot de la fin pour nos auditrices et auditeurs ? Eh bien, le bonheur de les retrouver autour de cet auteur. Je crois que c'est un auteur qui est à la fois multiforme et surtout très engagé. Je crois que Fessard est vraiment un visage de jésuite dans le siècle, on pourrait dire ça de cette manière, qui n'a cessé de chercher avec beaucoup de lucidité quand d'autres étaient plus empêchés, et notamment à travers ce moment du premier témoignage chrétien pour dénoncer le national-socialisme, qui était un texte qui a été diffusé de manière clandestine. Donc vous voyez, je crois, une figure du XXe siècle à découvrir ou à redécouvrir pour ceux qui sont plus familiers. Le mot de la fin pour moi, ce serait de redire ce que, je crois, Raymond Aron disait de Fessard. Lire Fessard, c'est une œuvre d'hygiène intellectuelle. Et puis, je voudrais préciser que ce colloque sera aussi en distanciel. Donc, si vous êtes à l'étranger, vous pourrez suivre ces 2 jours de réflexion. Vous pourrez retrouver le lien pour vous inscrire dans le descriptif du podcast. Merci beaucoup Alban et Dominique de nous avoir parlé de ce colloque. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.